Hello, hello, Shana. Bonjour Ronnie, shalom shalom. Ça va déjà? Tu captes qu'on est fin juin? Moi, je capte chaque jour qu'on se mange pas un missile, je capte qu'on est encore là. C'est ça que j'aime bien. Je te raconterai. Positif. 24 juin 2026, 16h, Tel Aviv, en direct. Shana et Ronnie, Israël mode d'emploi. On va vous parler aujourd'hui, on va vous faire un petit peu une récapitulation, revue de presse de ce qui s'est passé cette semaine avec les pourparlers États-Unis-Iran, Ouais. et donc Israël pas trop dans le coup. Oui. Un peu la diplomatie entre l'Israël et le Liban. Ils essayent aussi de faire avancer le schmilblick. On n'est pas sûr que ça va aller quelque part. Le Hamas, on n'en parle plus du Hamas. Oh bah, on devrait. Depuis que les flottilles, elles arrivent, c'est comme si on va vous expliquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine, aujourd'hui, on a les religieux, les ultra-orthodoxes qui prennent le pays d'assaut. En Tu vois, bloquant. eux, ils vont à la guerre, eux, pour pas aller à la guerre. Ouais. C'est les plus forts. Donc on a des gens du gouvernement comme Golknouf qui menacent de prendre le pays carrément. Donc on va Ouais. vous expliquer, c'est très fort. Et à la fin, si on a le temps, enfin on va avoir le temps, c'est clair, on va vous parler de ces Israéliens qui viennent en Israël voter. Ou pas, Ou pas. justement. C'est les Israéliens de l'étranger. Et une question qui revient souvent, ou une remarque, ou une critique qui revient souvent, et on va essayer d'adresser ça, c'est vous, toi et moi, Ouais. Shana et Ronnie, vous, ces sales gauchos, vous critiquez Israël, et en fin de compte, vous faites du mal à Israël. Et donc, est-ce que c'est OK d'être israélien et de critiquer Israël, ou est-ce que de toute façon, Est-ce qu'on se donne est-ce qu'on a le droit? des munitions à l'ennemi? Voilà. Est-ce Ah, qu'on mais- tire dans le nagmash? Tu vas nous dire tout ça, Ronnie, tu vas nous expliquer. Un Non, bordel. c'est vrai qu'on voit ça souvent dans les commentaires et on s'est dit qu'on allait discuter de ça dans cet épisode. Mais on commence par une petite revue de presse. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Ronnie va essayer de nous faire de l'ordre parce que moi, je lui ai dit que ce soit l'Iran, le Liban, le Hamas, tout, il n'y a rien qui avance. De quoi tu veux qu'on parle? Donc, j'espère qu'on va avoir des updates de tes sources. Déjà, même vu d'Israël, t'en as marre. Ah bah moi, je déconnecte. Il y a un truc dont on s'aperçoit pas, parce que nous, on a l'habitude de vivre ici, donc on s'en aperçoit moins, on vit dedans. C'est notre eau, Ok. si on était des poissons. J'arrête les métaphores horribles comme celle du frigo. Ça fait... Ça va partir encore. Ça fait 3 minutes qu'on a commencé. Si tu commences déjà dans les poissons dans l'eau. Si on était des poissons, notre eau, c'est la guerre. Donc on a l'habitude. Et on est dans un mode, toi et moi, là en ce moment par exemple, on est dans une espèce on n'est ni en guerre et ni en paix. Et c'est très compliqué à comprendre pour les gens qui habitent pas là. Parce qu'il n'y a pas, là sur le coup, là, cette semaine, on va dire qu'il n'y a pas vraiment la guerre. On n'a pas les missiles, mais on n'a pas la paix non plus. Non. C'est-à-dire on est presque en état de guerre. C'est-à-dire que dans le Nord, il y a un peu la guerre en ce moment. Il y a toujours la Un peu, menace. oui, il y a quand même des drones et des trucs qui tombent tous les jours. Il y a toujours la menace de l'Iran. Et donc, ça fait que, par exemple, tout ce qui est transport aérien, ça n'a pas repris. Non, il y a des menaces. Et même cette semaine, il y a eu une menace comme quoi il pouvait y avoir encore un 7 octobre en venant de Eilat. T'as vu cette Ouais. info? Donc, en fait, il n'y a aucune sécurité. Donc, on n'est pas en guerre active, comme tu dis. En tout cas, nous, mais je pense que dans le Nord, ils sont bien en guerre active. Donc, on a ce sentiment d'insécurité malgré tout parce qu'on n'est pas en paix. On est toujours sur le pied de guerre. Est-ce que tu as cette sensation, des fois, quand tu pars en France, Mhm. si tu y vas, que quand tu arrives, quand l'avion il atterrit, tu as l'impression d'un peu un truc d'enlever un sac à dos? Non. Non. Moi, des fois, ça Moi, me j'ai le plus fait. cette impression quand T'as- je reviens ici. Tu as un stress qui part quand tu atterris à l'étranger. Tu te dis, bon, déjà, il y a moins le risque des missiles, des attentats. Il y a un truc comme ça qui est toujours là. Tu le sens pas, ça? Non, je me sens plus en sécurité en Israël qu'à l'étranger. C'est marrant. Alors qu'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de menace Oui. directe quand je suis à l'étranger, mais je fais plus confiance. Ça dépend de la sécurité, on va dire, au quotidien, ou on va dire la sécurité urbaine. C'est mais clair là, que tu es plus en sécurité à Tel Aviv qu'à Paris.
T'as Oui. moins, t'as, t'as Bah moins oui. le stress de En te tout faire cas, moi, agresser dans les rues de Tel en Aviv. tant que femme, depuis 12 ans que je suis en Israël, je me pose pas la question de à quelle heure je rentre, comment je m'habille. Je vais pas regarder une seule fois derrière mon dos. Enfin, Oui, c'est très paradoxal. Et pourtant, mais même même quand il y a des missiles, là, je pense que ces 2-3 dernières années, avec ce gouvernement complètement irresponsable à mes yeux, notre niveau de sécurité, il a énormément baissé. On a moins confiance en les institutions, etc. Mais au final, je préfère être ici que ailleurs en temps de guerre. Mais T'es effectivement, moins stressé de te faire je préfère de te être faire ici qu'en agresser. Ukraine, quoi. Oui, ouais, évidemment. Bah, tu vois, donc voilà. Donc on a quand même un privilège, malgré le fait que, effectivement, comme tu dis, en France, moi, j'ai pas ce truc-là, mais je sais qu'il y a plein de gens qui parlent comme toi et qui disent que, effectivement, la tension, tu vois, l'alerte permanence qu'on doit avoir en Israël parce que à tout moment la guerre peut reprendre de façon active, c'est un truc qu'ils ont, ou un ils n'ont jamais attentat, vécu. ou des trucs, tu les internalises et ça Mais fait je pense que partie les de ta attentats, vie c'est parce que quotidienne. tu es là depuis plus longtemps que moi. Moi, c'est pas un truc que j'ai vraiment vécu. Tu vois, j'étais pas là pendant une intifada, j'étais pas là, j'ai pas été ni à l'armée ni en combattante. Donc, je pense que toi, t'accumules en plus de l'état d'alerte général qu'on vit actuellement. Je pense que toi, t'accumules des expériences comme beaucoup d'Israéliens, qui sont des expériences oui, comme tu dis, de Ouais, trauma, il y a un parce que les stress. guerres s'enchaînent et elles s'arrêtent jamais. Il y a des réflexes que tu prends par rapport aux attentats, par exemple, que tu n'aurais pas en France ou à l'étranger. Par exemple, quand tu rentres dans un... Moi, je sais que quand je rentre, par exemple, dans un restaurant ou dans un lieu public, j'essaye de me mettre dans le fond et face à la porte. Ouais, ça, c'est un truc de combattant, ça. C'est un truc, tu vois, je peux pas m'asseoir dos à la porte. Faut que je vois qui rentre. Faut Ouais. que je sache qui rentre dans ce restaurant. Je vais pas me laisser avoir. Alors qu'il n'y a pas eu d'attentat, je touche du bois, qu'il n'y a pas eu d'attentat à l'explosion terroriste comme ça depuis un moment quand même en Israël. Mhm. C'était vraiment le début des années Il y a 2000, eu des attentats l'intifada. au couteau. Mais et pareil dans le bus, je me mets toujours dans le fond du bus, je regarde, j'ai toujours. Ah ouais. Et il y a des stress comme ça que tu as tout le temps quand tu es en Israël. Mais c'est vrai que, par exemple, quand mes enfants ils sortent et qu'il est tard, je sais pas, mon fils là c'est les vacances, il se balade le soir avec ses copains, Oui. je suis pas du tout stressé, je pense pas qu'il... Enfin, Il va lui arriver quoi que ce soit. non, enfin, encore une fois, je touche du bois. Ouais. Mais je sais que s'il était à Paris ou à Londres, je ne le laisserais pas sortir Bien sûr. à cette heure-là. Et ma fille encore moins. Quoiqu'à cet âge-là, ma fille, elle ne me demanderait pas mon avis. Ne demandera pas ton avis. Non, elle me dira, Peu importe le pays. tais-toi. Ouais. Bah, elle aura raison d'ailleurs. Et donc, quand tu es en Europe, il y a un stress urbain que tu n'as pas, mais quand tu es ici, il y a un stress, on va dire, sécuritaire, attentats, bombes, missiles. Ouais, mais je pense que c'est pas vécu par tout le monde pareil, tu vois. Moi, je le vis pas du tout comme ça. Non. Non. Ma femme non plus. Elle me dit, mais de quoi tu parles? Non, je te dis, je pense que T'es une c'est... sale israélienne en fin de compte. c'est ça la conclusion. C'est ça, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc... Ouais. Je sais pas. Bref, alors, c'est pas de ça du tout qu'on devait parler. Oui. Ouais, ça, c'était juste pour... Pour vous mettre dans l'ambiance. ouais, pour vous dire un peu l'ambiance. Et donc, alors, cette semaine, Iran. Donc, les pourparlers avec l'Iran, c'est... Donc la dernière fois, quand on s'est vu vendredi, Ouais. et on disait à quel point Trump, Vance et tout, ils se foutaient de notre gueule et ils nous prenaient pas en considération. Et même la semaine d'avant, il y a eu les insultes de Trump sur Netanyahou. Enfin, et là, moi, je vois pas... Enfin, on est toujours hors du jeu, au final. Oui, Israël n'est pas dans les accords. À aucun moment, Et il n'y a Israël fait rien partie qui des accords. nous avance notre sécurité. C'est pas qu'Israël n'est pas dans les accords, c'est pire que ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on a entendu cette semaine, c'est que le Liban, donc, qui pour les Iraniens, ça fait partie du deal, puisqu'eux, ils ont leur proxy au Liban, et eux, ils aimeraient bien continuer à nous les envoyer sur la gueule du soir au matin, et ils ne voient pas pourquoi ça ne serait pas connecté, leur deal avec les États-Unis. Bah, eux, c'est leur intérêt.
Alors que les Israéliens, ils disent nous, on s'en fout de ce que vous faites, on va pas se laisser taper sur la gueule. Et donc, Enfin, on se laisse déjà taper sur la gueule. Les soldats, ils font remonter des informations comme quoi on les bride et qu'il y a des buts stratégiques qu'ils ne peuvent pas atteindre parce qu'on leur dit de faire le travail à moitié parce qu'on a peur de Trump. Donc, il y a un moment où même les soldats, ils sont pris... oui, on voit que les Américains, ils n'ont pas le même but que nous. De toute façon, dans cette ça, guerre, c'est ils sûr. n'avaient pas le même but. Et là, c'est clair que pour eux, si on regarde l'empire, on va dire américain, dans leur grand empire, nous, on est juste un petit village de Gaulois au fin fond de notre savane, et ça les fait chier un peu qu'on continue parce que pour eux, il n'y a presque pas de différence quand tu entends par exemple un J.D. Vance, il est quoi? Il est vice-président des États-Unis. Mhm. Pour lui, Israël et le Hezbollah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, les Iraniens, à faire une espèce de parallèle où c'est plus Israël se fait attaquer par le Hezbollah, c'est le Hezbollah et les Israéliens, ils se mettent sur la gueule. On sait plus Et pourquoi. même la légitimisation de la légitimité qu'on donne au Pakistan, qui est la raison pour laquelle l'Iran a l'arme nucléaire. Quand on voit le Qatar, enfin, c'est des pays qui étaient qui n'avaient pas qui étaient considérés comme des pays soit proches du terrorisme, soit financement du terrorisme, soit de toute façon, c'est pas des gens à qui on donne de cette semaine, on a vu gérer des relations internationales. On a vu le vice-président des États-Unis passer à côté de la délégation pakistanaise en leur disant « We love Pakistan ». Pakistan, les gars qui ont quand même... Et il a refusé de lui... Qu'on planqué Bin Laden. Ouais. Un pays... il dit que son meilleur pote, c'est le Field Marshal du Pakistan, donc le chef de l'armée. Il dit que c'est son meilleur interlocuteur et tout ça. Un type qui a répété plusieurs fois que pour lui, il fallait raser Israël. Bien sûr. Ce gars-là, c'est le pote du vice-président des États-Unis. Et c'est avec lui et on comprend qu'ils comment font un deal ouais, c'est ça. On comprend comment on en est là. Avec l'Iran. Mais c'est pas un deal de paix. Non, mais c'est incroyable. C'est comme si, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment d'entrer dans Berlin, les Américains et les Alliés se seraient arrêtés et avaient dit « Ouais, quand même, cet Adolphe, il est quand même... on peut discuter quand même. Il est quand même sympa. » Et pour régler les problèmes, on se serait tourné vers le Japon et l'Italie en leur disant les gars, si vous veniez nous aider à faire un deal avec le Troisième Reich, parce que quand même ils sont sympas. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment dans les pourparlers États-Unis-Iran. Le seul truc qui intéresse vraiment Trump, ça se voit, c'est flagrant, c'est Hormuz. C'est Hormuz, et l'opinion. C'est surtout qu'il n'y ait pas de problème économique lié au pétrole et que le pétrole continue à couler. Et qu'il ait une victoire, une Tmunat Nitzachon, une image comme ça de victoire. Ouais, voilà. Et là, il nous dit que d'avoir ouvert Hormuz, c'est son image, mais en fait, c'était déjà ouvert avant. Donc, c'est-à-dire, mais j'ai rencontré cette semaine des parents d'amis à moi américains, donc juifs de Miami, qui sont, tu vois, conservateurs. Elle a un peu du mal avec Trump, lui, il soutient et tout. Enfin, vraiment, tu vois, républicains, juifs, qui ont grandi ont éduqué leurs enfants dans le New Jersey et tout. Ok. Et ben là, il me disait, non mais en fait, même nous, quand on a voté pour Trump, on a soutenu Trump, etc. On le faisait pour Israël. Et là, on se rend compte qu'en fait, en tant qu'Américain ou en tant que sioniste, on a tout perdu. En fait, Trump, il fait un accord qui vient ne pas sécuriser les intérêts des États-Unis à long terme, au final, et clairement mettre en danger la sécurité d'Israël. Donc, même les Américains, ils se disent, et les évangélistes aussi, évidemment, c'est-à-dire, comment on fait un deal avec un régime islamiste et on essaye de nous vendre ça comme une victoire. Les Américains, je te rappelle, leur doctrine de on ne parle pas avec les terroristes. Là, non seulement on parle, mais en plus on leur ajoute 300 milliards de dollars, plus on les laisse avoir l'uranium enrichi. Enfin, il a rien à mettre sur la table et à dire on a gagné. Ils sont pas dupes, les gens. Je pense que le gros problème, c'est que les Israéliens, ils n'ont pas la même... on n'a pas le même angle quand on regarde l'Iran. Et c'était clair depuis le début, je pense, que les Iraniens,
les Américains, pour eux, les Iraniens, c'est pas une menace existentielle. C'est-à-dire qu'ils y sont allés, ils se sont un peu laissés entraîner par les belles histoires de Netanyahou. Non, moi, ça, je pense pas. Moi, je pense que Netanyahou... Ils n'ont pas besoin de nous pour savoir que c'est un danger pour... Et c'était justement par rapport à l'ego de Trump qui avait dit « We're coming to, aux Iraniens ». T'en refais pas... Ce que je pense... Pas refaire l'histoire. Non, j'en fais pas l'histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y avait vraiment une... Les Israéliens, ils ont cru qu'ils allaient réussir à faire tomber le régime iranien. Oui, mais pour nos intérêts à nous. Oui, évidemment. Mais, et dans la vision de Trump, qui est un modèle genre à la Venezuela, on y va, on tape sur la tête du dragon et on arrive à faire un changement sans trop avoir à avancer nos pions. Il n'y a pas de changement. Au Venezuela. Oui. Ça va. C'est un gouvernement qui a repris exactement les mêmes ministres et les mêmes personnes. Ouais, mais c'est un gouvernement aujourd'hui qui bosse avec les États-Unis et qui est plus, on va dire, le bailleur de fonds au niveau du pétrole ni de la Chine, ni de l'Iran, ni de la Russie. Donc, ils ont réussi leur coup pour l'instant. Mais enfin, pour en revenir à l'Iran, je pense que Trump, il se disait, eux, ils y croient. Ils m'ont proposé un plan. Ça risque de marcher. On va se lancer là-dedans. Ça peut marcher. Et lui, pour les Américains, de toute façon, moi, je pense pas du tout. L'Iran, ça n'a jamais été une menace. Mais je pense pas. Il est rentré dans cette guerre pas du tout dans ouais, pourquoi pas. Il est rentré en disant je vais renverser le régime, je serai le sauveur du monde, je ramènerai la civilisation perse à ce qu'elle a. Enfin non, arrête. Il a pas fait ça ni pour Israël, ni pour des raisons militaires. C'était son ego qu'il a dit les États-Unis vont encore un pays où j'ai fait la paix et machin et machin. C'est ça Trump. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas qu'il a fait ça pour Israël. C'est que Israël a réussi à le convaincre que c'était faisable, qu'il y avait un plan et que ce plan-là, si on le faisait comme ça allait marcher. Je pense que le plan, il a foiré quand il a fallu envoyer les Kurdes et quand il a fallu armer les Kurdes au nord de l'Iran et que les Turcs, ils ont dit pas du tout. Ça va pas se passer comme ça. Et là, il y a eu un moment je pense qu'il y a eu un bras de fer entre les États-Unis, les Turcs, et c'est resté comme ça. Et cette histoire de changement de gouvernement, elle a foiré. Et au bout d'un moment, Trump, il s'est dit, bon, bah, moi, je vais pas envoyer mes soldats non plus se faire massacrer par les Iraniens. Il n'y a pas de raison. On leur a tapé sur la gueule. On a détruit une partie de leurs missiles. On a enterré tout ce qui est leur programme militaire. On a détruit leur marine. C'est bon. Je peux rentrer en disant que j'ai gagné. Pour nous, les Israéliens, c'est pas bon. Mais lui, il s'en fout. Mais lui, pour les Américains, je te dis, c'est justement ce que je dis. Lui, il peut manipuler ça en victoire. Oh, mais il n'y arrive pas, c'est ce que je te dis justement. C'est que tu vois la presse, même Fox et tout, il y a un moment où il y a une limite. Tu fais un accord qui est catastrophique pour les États-Unis, catastrophique pour l'économie, catastrophique pour la diplomatie, qui n'apporte aucune victoire ni pour les Iraniens, ni pour les Israéliens, ni pour les Américains. Et en plus, tu donnes de l'argent, comme c'est du jamais vu, à un régime islamiste. Là, ce qu'il a dit aujourd'hui, par exemple, Trump, c'est qu'ils n'allaient pas... Parce qu'ils lui ont fait le reproche, ouais, tu vas leur donner de l'argent. Il leur dit non, on va vendre du blé, du maïs, tout ça, des trucs. On va vendre de la bouffe à l'Iran qui en a vraiment besoin pour pouvoir... donc si on le vend, c'est les États-Unis qui sont censés faire de l'argent, pas l'inverse. Et on va le vendre, et on va leur vendre ça. Et c'est nous qui allons développer tout ce maïs aux États-Unis, donc ça va faire avancer l'industrie américaine. C'est ça qu'il est en train de raconter aujourd'hui. Mais si c'est toi qui crée le maïs et que tu le vends, entre guillemets, à quelqu'un, et que cette personne, elle ne te l'achète pas, donc elle ne te donne pas de l'argent et que c'est toi qui donnes de l'argent, ça s'appelle faire un don et se faire avoir. Ça s'appelle pas... Non, parce qu'il y a de l'argent il y a de l'argent iranien qui est frozen, qui est gelé dans les banques. Ouais. Et donc cet argent, au lieu d'être dégelé et donné au régime iranien, c'est ce qu'il est en train de nous expliquer, ils vont s'en servir pour acheter du blé et du maïs aux Texans et aux gens du Wyoming pour le vendre. Oui, mais ça ne répond pas aux 300 millions de dollars, milliards de dollars. Là, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est qu'il n'était pas question du tout de leur donner 300 millions de dollars avant...
milliards avant qu'il y ait cet accord final, dont on ne sait toujours pas Ce qu'il va y avoir. quels sont les Alors, points. viens, on revient sur ça. Donc, l'Iran, on a fait le point. Il n'y a rien de nouveau. Et donc ça avance pas. Ce qui est triste avec cette histoire d'Iran, c'est que pour nous, les Israéliens, on était parti sur, au début, donc victoire totale proposée par Netanyahou, c'est-à-dire renversement du gouvernement, changement du gouvernement iranien, destruction de tout ce qui est le programme des missiles, tout ce qui est le nucléaire. Et création de nouvelles connexions avec les pays. Et pour l'instant, on a zéro. Aucun de tous ces trucs-là. Et là, ce qui est génial avec Netanyahou, c'est qu'on l'a vu cette semaine, il y a un reporter qui lui a posé la question, comme ça, il lui a dit déjà, je parle pas, il est en mode Trump, il se prend pour Trump, il dit ouais, fake news et tout ça, je parle pas aux gars qui font des fake news. Évidemment. Et il lui a dit, de toute façon, moi, j'ai jamais promis ça. Et tout de suite, oui, c'est vrai. Et tout de suite, c'est parti sur les réseaux sociaux. Ils m'ont ressorti les trucs il y a même pas un an en disant si, c'est pas que tu as promis, c'est que tu es passé à la télé en disant. Tu l'as dit exactement. Exactement, c'est ce que tu as dit. Donc là, on est vraiment. On attend, mais ça n'a pas l'air de beaucoup avancer. Le seul point, on va dire que j'essaye de chercher des points positifs, je me force. C'est les pourparlers Israël-Liban à Washington. Donc on a le gouvernement israélien et libanais qui se rencontrent vraiment pour la première fois depuis des décennies et qui essayent de virer le Hezbollah, alors que ça serait si simple si Trump disait aux Iraniens et au fait, le Hezbollah, vous nous le virez du Liban, puisque c'est eux. Non, mais non, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas, faut pas trop demander. Et donc, le deal qu'ils sont en train d'essayer de faire, donc ce qui est en train d'être avancé par le Liban, c'est qu'eux, ils vont envoyer l'armée libanaise remplacer ou enlever le Hezbollah et se mettre à leur place. Okay. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'armée. Et donc là... Oui, qu'elle n'est pas formée, qu'elle n'est pas... Ouais, et donc là, il y a une info qui est tombée cette semaine sur Reuters ou AP, je ne sais plus laquelle, où ils disent qu'il y a un plan, en fin de compte, de 3 ans de formation de l'armée libanaise par les Européens. Je rigole parce que c'est n'importe quoi. Que les Européens vont les former à désarmer le Hezbollah. C'est-à-dire que l'armée libanaise qui n'a pas la force de frappe, qui a rien, qui n'a pas les armes, qui n'a pas l'entraînement, qui n'a pas le knowledge pour aller vraiment se taper face au Hezbollah, et ben, ils vont être entraînés par les Européens. Par les Suisses. Donc, j'imagine les Français ou les Allemands, je sais pas, je vois mal les Polonais, mais je vois pas qui. Ils ont d'autres menaces plus imminentes. Ou peut-être les Turcs. C'est n'importe quoi. Ouais. Et la semaine dernière, il y a aussi Trump qui avait dit que fallait sinon envoyer les Syriens s'occuper du Hezbollah au Liban, tu te souviens ? Ouais, ça encore, c'est les phrases à Trump qui veulent rien dire parce que... Genre, en vrai, tu vas prendre un autre régime terroriste et tu vas, eux, leur donner accès aux chrétiens ils massacrent déjà les Druzes et les chrétiens en Syrie et tu vas les envoyer massacrer ceux que Israël protège, il faut le dire, les villages chrétiens, etc., où le Hezbollah est caché. En plus, il a dit ça pour faire une critique d'Israël, parce que donc il y a eu une frappe. Genre, vous allez être punis. Oui, voilà, il y a eu une frappe. Du Hezbollah sur ce tank. On en a parlé la semaine dernière. C'était exactement un tank avec les 5 morts. Ouais. Et donc Israël a riposté en allant taper à la Darria. Donc, en allant taper sur ce compound, sur ce quartier de Beyrouth où il y a les dirigeants du Hezbollah, qui sont aujourd'hui des Iraniens. Et c'est pour ça que ça les emmerde, les Iraniens, parce que c'est des Iraniens, Iraniens. C'est des gens qui arrivent d'Iran, puisqu'après les beepers, tous les chefs du Hezbollah, ils étaient plus là, ils étaient partis en vacances, et donc il a fallu en envoyer des nouveaux qui arrivaient. Et du coup, l'Iran. Voilà, et donc ça les emmerde. Et donc Trump, ça le faisait chier que juste au moment où il allait signer à Versailles
Ah bah oui, à Versailles. À Versailles. À Versailles. On va en parler de ça. Où il allait signer à Versailles le mémorandum là, des accords. Et ben les Israéliens, ils sont allés taper sur le Hezbollah. Et donc il leur a dit, franchement, vous faites n'importe quoi, vous allez faire tomber des bâtiments, ça sert à rien. Si Vous ça exagérez. continue comme ça, si vous n'arrivez pas à gérer, ou si vous savez pas gérer, je peux toujours envoyer les Syriens. Ouais. Qui se feront Qui- un plaisir. Alors que les Syriens, en plus, ils sont pas du tout en mode, on veut rentrer on leur a rien demandé aux oui. Syriens. Et eux, ils ont rien demandé non plus. Et puis eux, ils sont genre, dès qu'ils ont entendu suffisamment de problèmes. dès qu'ils ont entendu l'info, ils ont dit mais non. Enfin, non. En fin de compte, non, merci. Mais non, merci. Et les Syriens, s'ils entraient au Liban, mais ça serait un massacre. Ah bah oui, oui. Parce non, que mais ça c'est serait vraiment pas à de rien l'israélienne. comprendre Oui, c'est- au Moyen-Orient, quoi. Tu vois, de dire un truc comme ça. Si tu comprends pas, en fait, tu vas prendre encore un autre conflit et tu vas encore plus avec. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais pas l'histoire entre le Liban. Enfin, c'est Et dingue. donc on a un Trump qui connaît rien, qui Ouais. lance, qui écrit des. Bah, t'as quand même des Vance, tweets. J.D. Vance qui a dit que la Seconde Guerre mondiale s'était finie en négociation de paix et que toutes les grandes guerres se finissaient en négociation de paix. Donc oui, il n'est pas au courant que en fait, tu sais pas ce que l'histoire de son pays a fait, le débarquement, il connaît rien, quoi. Il connaît pas le concept de capitulation. Et d'ailleurs, ce qui est hilarant, c'est qu'à une semaine d'écart, tu as eu J.D. Vance qui se fait interviewer en prime time et tout, et qui dit cette aberration pour un vice-président des États-Unis d'être capable de dire que la Seconde Guerre mondiale s'est finie en négociation de paix. Non mais je vois même pas comment tu peux en arriver là. Et la semaine d'après, Trump signe son faux accord de paix. Il y a eu les accords de Yalta, mais bon, c'était pas. C'était vraiment après. Voilà, il y a quand même eu une capitulation à un moment. Il y avait plus de Troisième Reich. On n'a pas fait l'accord avec le Troisième Reich. Voilà. Non, mais tu te rends compte de dire les c'est grands conflits, bien les sûr. guerres se finissent en négociation. Et du coup, la semaine d'après, on avait l'image complètement. Moi, j'ai cru que c'était un fake. J'ai cru que c'était un fake, que c'était un mime ou un truc d'intelligence artificielle de voir Trump seul avec une immense arme à Versailles en train de signer un accord qui est soi-disant un accord de paix mais qui n'est pas du tout un accord de paix, qui est un accord de commençons des négociations où on ne sera pas d'accord, et appeler ça une négociation de paix et signer en fait ce qui est encore une fois une capitulation totale. Ils ont une équipe de communication, je comprends pas, la Maison Blanche. C'est très compliqué à Ils sont tous des incultes. Ils comprennent pas les symboliques politiques. C'est historique. Le pire, je crois que c'est universel. le pire parce que les Iraniens, eux, ils sont très forts. Ils ont refusé, les Iraniens. La délégation a refusé la photo de on se serre la main. Évidemment. Et lui, il attendait, il a dit on les a invités à faire une photo. Alors qu'eux, ils Tu sont. te rends compte la connerie. Parce qu'eux, L'amateurisme. ils veulent pas du tout ce genre d'image. Mais évidemment, ils rient. Ils continuent à brûler des drapeaux américains. Et on a vu encore une fois J.D. Vance cette semaine à Doha qui se baladait comme ça. Il avait l'air un peu perdu. Il se baladait entre les Pakistanais, les Qataris. Parce qu'ils lui ont pas dit bonjour, t'as vu, il y a des et Qataris ils sont qui passés lui sans lui dire bonjour. Et il est pris en photo. La honte. Il est pris en photo avec derrière lui le drapeau qatari. Et tu te dis mais. Enfin, c'est des images, c'est important. Ouais, tu dis exactement. comment il n'y a personne dans sa pamalia, des gens qui sont autour de lui en lui disant mais déjà tu te mets pas là quoi. Enfin, je sais pas, c'est encore une fois, c'est comme si à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tu avais Eisenhower qui se baladait comme ça, je sais pas, dans une grande pièce et derrière lui il y avait des drapeaux du Troisième Reich en rouge, blanc et noir avec, tu vois ce que je veux dire? En rouge et noir. Et tu as une délégation de SS qui passe et qui lui dit ce gars-là, on lui serre pas la main. Non, mais on est dans du délire ça. comme ça. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, quand j'ai vu le truc de Versailles, je me suis dit, c'est de l'intelligence artificielle. Et la France et Macron qui lui a sorti le tapis rouge. Il paraît que ça a coûté des millions. Ah bon mais bien sûr. Ah, j'ai pas vu ça. Versailles, il se la joue. Parce que les Européens, ils s'y croient. Enfin, surtout Macron, il s'y croit. Tu vois, il croit que c'est lui qui est. Ah bah, il se croit Louis XIV. Il fait partie du plan de paix. Il est dans le truc, quoi. Il est entre Louis XIV et. C'est n'importe quoi. L'appel du général, quoi. Enfin, tu vois, dans son image politique à lui. Et donc dans cette folie, ambiance. les Israéliens, ils sont un peu, tu vois, qu'ils sont un peu perdus, quoi. Ils se disent, mais alors pourquoi on a eu Ah bah oui. pourquoi on est allé ça servait à rien.
Pourquoi on est allé aux Et abris surtout, pendant le 40 nord est jours? complètement détruit. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Et en parallèle de ça, au quotidien, chacun fait son petit truc. Il y en a effectivement qui sont encore un peu choqués, etc. Mais la vie reprend. Et donc, les folies aussi des élections, des combines de la coalition, etc., nous emmènent à une réalité où, en parallèle de tout ce qui se passe, qui est fou à l'étranger, on a le pays qui est bloqué. Et encore une fois, une histoire de budget, de combine politique, de gens qui ne veulent pas s'engager à l'armée alors que le pays est en danger sécuritaire. Alors encore une fois, petite récapitulation. Donc le gouvernement Netanyahou, c'est le Likoud, c'est les colons, donc Smotrich et Ben Gvir, et les ultra-orthodoxes. Donc c'est 6 partis, on va dire. Ensemble, c'est le gouvernement israélien. Pour que les ultra-orthodoxes soient au gouvernement, le Likoud et les autres, en contrepartie qui votent avec eux, leur donnent le bonus de ne pas envoyer leurs enfants à l'armée. C'est ça un peu le deal. Et de rendre ça légal, parce qu'aujourd'hui, c'est de façon illégale, et là, ils essayent de Et donc, il y a une loi changer. qui devait être votée par le gouvernement, qui allait vraiment donner l'aval légal en disant « c'est OK, il n'y a pas de problème, vous pouvez ne pas aller à l'armée ». Cette semaine, il y a eu, c'était pas cette semaine, c'est il y a déjà un mois, la Cour suprême qui a dit « tant qu'il n'y a pas cette loi, vous êtes obligés, l'armée est obligée d'envoyer des appels aux jeunes de 18 ans, même aux ultra-orthodoxes, il n'y a pas de raison qu'ils n'y aillent pas. Et l'armée, pour dire « nous, on fait un peu notre boulot », ils ont été en arrêter quelques-uns de ces ultra-orthodoxes de 18 ans qui ne s'étaient pas présentés pour le service militaire. Ils ne les ont pas tous arrêtés puisqu'ils ne viennent Parce qu'il y en a des tous dizaines pas. de milliers. Il y en a des dizaines de milliers. Ils en ont arrêté quelques-uns. Et donc, ces Quelques dizaines, je crois. Ouais, et donc, ces déserteurs, on a maintenant toute la population ultra-orthodoxe d'Israël, c'est presque 1 million de personnes, qui sont dans les rues pour les faire libérer. Et ce qui était fou, tu as raison, et ce qui était fou, c'était que cette semaine, donc on vous l'a dit, il y a ces 5 soldats qui sont tombés dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Ils ont été brûlés vifs, 4 d'entre eux, donc leur corps, ça a pris du temps pour les identifier. Donc on était tous, je pense, traumatisés. Enfin, le pays était en deuil, c'était horrible cette semaine-là, avec 5 soldats qui sont tombés au combat. Et le jour de un des enterrements d'un des soldats, il y a 2 ministres, donc Derry et je ne sais plus qui, Goldknopf, je crois. Goldknopf. Et ils sont allés donc dans la prison militaire où ces mecs-là sont. Je ne comprends même pas pourquoi des hommes politiques ont le droit d'aller dans une prison militaire rendre visite à des mecs qui sont arrêtés. Mais en gros, ils y sont allés. Et donc, tu as, en gros, sur une page de journal, tu as un truc de vraiment presque visuellement coupé en deux, où tu as le pays qui pleure les soldats et qui a un stress de sécurité, de quel est l'avenir d'Israël, et mon Dieu, comment on peut continuer à avoir des pères qui sont enterrés parce qu'ils sont morts au combat et des petits jeunes de 19 ans qui sont morts. Et en parallèle, les autres qui vont dire à ceux qui sont les déserteurs, Yachar Kohar, on va vous défendre, on va vous faire sortir, vous êtes des héros. Et quand il y en a un qui sort, je ne sais pas si tu as vu, une parade d'ultra-orthodoxes avec des voitures, des convois pour les accompagner comme des héros. Mais tu sais qu'ils les appellent les Khatoufim, c'est-à-dire qu'ils se servent... Ils les appellent les otages. Ils se servent du langage dont les Israéliens se sont servis quand il y a eu les otages israéliens par le Hamas dans la bande de Gaza. Ils se servent des mêmes icônes, du même langage pour parler des déserteurs. Donc c'est des otages. Parce qu'ils sont antisionistes. Ils considèrent en fait qu'Israël détient l'armée. Ils appellent ça, si vous nous écoutez que vous ne le savez pas, dans ces populations d'ultra-orthodoxes, donc vraiment qui s'opposent à l'État, à l'armée, etc., quand il y a un soldat ou un policier qui vient, mais principalement un soldat, il y a eu des cas comme ça où on a eu même 2 soldates toutes jeunes, religieuses, donc en jupe, qui sont passées, et ils les ont... presque lynchés. Presque lynchés, c'est-à-dire ils les ont sortis, ils crient nazi, 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 c'est-à-dire ils considèrent l'armée comme le nazi... Enfin, on est dans une folie. Et ce qui est incroyable, c'est que ces gens-là, c'est-à-dire
et Aryeh Deri et Golknopf, ils font partie du gouvernement. Ils sont pas dans l'opposition. Ah bah non. C'est le gouvernement. Aryeh Deri, il est dans le cabinet de guerre. Ouais. C'est-à-dire que c'est lui qui décide avec Netanyahou et 2-3 autres de qui on envoie, où, comment. Donc, c'est lui qui décide du sort de nos soldats au Liban. Mais quand il y a des déserteurs qui sont pris, des déserteurs ultra-orthodoxes, ils préfèrent aller les voir, eux, qu'aller aux enterrements Ouais, ils y sont des pas allés. enfants que lui, il a envoyés. Ouais. Je ne sais pas si tu as suivi, mais pendant toute la matinée, donc le Golknopf, là, ce qui le dérangeait vraiment, c'est que la bouffe dans cette prison militaire, elle soit pas cachère les méadrines. C'est ça qui l'emmerdait surtout. Donc il s'est plaint, il nous a fait tout un plat, tu as vu le jeu de mots, non mais c'était incroyable, et je l'ai entendu parler à la radio, donc il parlait sur Galey Tzahal, et il disait que c'était... Parce qu'ils veulent aussi faire interdire les femmes à l'armée, c'est-à-dire non seulement ils veulent pas être dans l'armée, mais en parallèle de ça, ils veulent détruire l'armée de l'intérieur. Pourquoi et changer... Pourquoi les Israéliens, ils ne les ont pas encore mis dehors? Quel est ce lien de folie? Moi, j'ai écrit un truc là-dessus cette semaine, et il y a des gars qui m'ont dit t'es un anti-religieux. T'as toujours ces réflexions. En fait, d'être un démocrate anti. Tu sépares entre les Israéliens. Ces genres de critiques, ça fait pas avancer. T'es toujours repris comme si t'avais pas le droit de les critiquer, ces gens-là, parce que ils étaient religieux. Comme si le fait qu'ils soient religieux, comme ça, un peu. Ça leur donnait des droits. Il y a un truc d'infériorité, genre on peut pas... Ouais. Alors qu'en vrai... mais parce que comme si tu critiquais leur religion en les critiquant eux. Ouais. Alors que pas du tout. Tu peux être religieux et faire l'armée. Personne ne critique le fait que vous soyez... C'était le cas d'ailleurs même dans la Torah. Et c'était même dans la Torah. On s'en fout que vous soyez religieux en fin de compte. Ouais. C'est comme si moi je disais je vais pas à l'armée parce que je lis Harry Potter. Et qu'on me dise, et que si tu me faisais la critique de ça, ouais, tout ça c'est parce que t'aimes pas Harry Potter. Non, mais je pense que c'est... Non, mais c'est de la folie. Non, moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de créer des tensions dans notre peuple. Ça, je comprends très bien. Ouais, mais il là, y a une réalité. On n'en est plus au fait de créer des tensions. On a non, 1 million de personnes aujourd'hui. Zeba al-Rejboncha, tu vois ce que je veux dire? Ça vient... C'est pas dans un... Comment on dit? C'est pas dans un halal rek, comment on dit, Ronnie? C'est pas dans le vide, oui. C'est pas dans le vide. C'est-à-dire, si eux, ils reçoivent, ils payent 1000 shekels pour le Gan Yeladim, pour la maternelle, et que nous, on paye 5000 shekels par mois, par enfant, il y a quelqu'un qui paye la différence. Qui paye pour l'autre. Oui. Si toi, tu payes pour aller à l'université. Maintenant, moi, tu me dis demain matin, moi, je suis pour un État-providence. Tu me dis demain matin, ça va aux gens qui sont les plus faibles économiquement, les gens dans la périphérie, les gens qui machin, et certaines des familles ultra-orthodoxes qui vivent dans la pauvreté. Très bien. Mais là, c'est un système qui les maintient dans la pauvreté, qui les maintient dans ce système où nous, on doit payer à travers nos impôts, on doit se crever, on paye le plus d'impôts de l'OCDE, on paye de nos vies quand on envoie... Et en fait, il y a une accumulation d'injustices qui fait que ce n'est pas possible. Et les gens, ça les irrite encore, pour certains, on dénonce cette inégalité systémique. C'est une inégalité systémique. Et c'est... Il y a de quoi être révolté. Et il faut que ça change. Et je pense que même c'est pas dans l'intérêt de ces populations. Il n'y a pas un autre pays où ça existe, ça. Je pense qu'il y a d'autres pays avec d'autres problèmes. Dans n'importe quel autre pays, ils n'auraient jamais eu ce droit-là. Par exemple, les religieux... pas pour des raisons religieuses, mais peut-être pour les religieux qui vivent à Manhattan, qui vivent à Brooklyn, les ultra-orthodoxes. Oui, ils travaillent. Ils vont au travail. Ils ne sont pas payés par les États-Unis. Mais là, il y a une mourkavout supplémentaire, il y a une complexité supplémentaire, qu'ils ne sont pas sionistes. Donc, ils ne veulent pas servir dans l'armée israélienne. C'est aussi ça, c'est pas juste on veut pas mourir, on veut pas... Allez vivre ailleurs, alors. Bah ouais. Ne nous faites pas chier. Ils n'y croient pas. Si vous n'êtes pas sioniste, pourquoi vous vivez là? Bah ouais, parce qu'on leur paye leur vie. Voilà. Et ils attendent le Messie. Et il vient quand, le Messie? Je sais pas d'update. C'est quoi son nom? Je sais pas, moi je suis sûre que c'est... Alors moi, Dieu et le Messie, moi c'est évident que c'est des femmes, tu vois. Donc déjà, le concept de parler de ça au masculin, je comprends pas. S'il y a bien quelque chose... C'est toi qui as dit le Messie. Oui, parce que c'est comme ça que ça se dit en français.
Ça peut être la Messie. Tu sais que une fois, j'ai eu une conversation, vraiment, c'était les primaires du Meretz, donc il y a 4 ans, je me présentais. Et ceux qui s'occupaient de l'endroit où on allait voter à Tel Aviv, c'était des jeunes ultra-orthodoxes. Certains ultra-orthodoxes, certains genre Tzionut Datit, tu vois, sionistes religieux. Ouais. Ils n'ont pas des mecs, petits jeunes, qui se faisaient un peu de fric comme ça, et ils n'ont pas compris qu'ils arrivaient dans les primaires du Meretz. Ils étaient choqués, ils ne comprenaient même pas ce que c'était le Meretz. Donc moi, j'étais là toute la journée pour les primaires, je me suis dit, occasion de parler avec des jeunes, ils me connaissent pas, enfin on se connaît pas, hein, c'est des peuples qui se rencontrent pas au final. Et du coup, on parle, et bon, j'entends des narratifs comme ça répétés de vous les gauchos, vous les trucs, vous les machins. On peut pas faire confiance aux Arabes, on leur donne ça, ils nous prennent le bras, on machin, c'est tous les trucs que tu sais. Les classiques. Les classiques, donc je débunk, tu vois, au fur et à mesure. Et à un moment, il y en a un qui me dit, mais de toute façon, vous comprenez pas vraiment ce que c'est d'être juif. Donc, on peut pas vraiment parler parce qu'au final... Comment ça, vous les non-religieux, le Ouais, Meretz. c'est ça, les non-religieux, tu vois. Et je lui ai dit, mais... Vas-y, explique. En quoi je comprends pas. En quoi, tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de trucs ancrés comme ça, où il te dit des trucs, et au bout d'un moment, j'ai vrillé. Et il me parlait Dieu, et comme ça, Dieu comme ça, et je lui dis, mais pourquoi t'es si convaincu que Dieu, c'est masculin? Ouais. Et il me dit, En plus, quand en hébreu, c'est au pluriel, Dieu. C'est ouais. Elohim. Donc ouais, c'est mais... El. Ouais, il avait pas cette Elohim. complexité dans la pensée. Et il me dit... C'est au pluriel. Et du coup, je lui dis, Elohim Rotsa. Tu vois, je lui dis au féminin. Et là, il me regarde, il me dit, non, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça, c'est du blasphème. Ouais, voilà, quoi. Et je lui dis, mais... Pourquoi? Qui a dit? Myanmar. Qui a dit? Qui a dit que je dis, le principe de la religion, c'est pas justement de poser des questions, de challenger, de la chavruta et compagnie. Et je lui ai dit, viens, tu me réponds vraiment, tu vois. Et au final, je suis tombée sur un mec qui était vraiment, il était mignon, il était tout jeune et tout. Et je lui ai dit, mais Tizromiti, tu vois, genre, continue. Et j'ai vraiment vu qu'il a tenté, tu vois, malgré tout, tu vois, il s'est dit, bon, j'ai quand même... Et au bout de genre 1 minute, il s'est lancé. Et au bout d'1 minute, il a dit, non, c'est du blasphème, c'est bien. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a aucun moyen de challenger une pensée, en fait, qui est tellement... Et donc, ces mecs ultra-orthodoxes, ils sont pareils, ils sont complètement... mais ils disent ça sur nous, qu'on est en lavage de cerveau, etc. Tu vois ce que je veux dire? Comme si on campait sur nos positions. Mais ils vivent vraiment dans une réalité qui est complètement différente ils n'ont pas de smartphone, ils ont des téléphones cachers, donc ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils doivent aller, tu sais, sur pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, il n'y a pas d'informations, il y a très peu de communication, d'infos, de journaux, etc. qui sont validés. Et donc, les gens vont dans la rue, dans leur quartier, et il y a des panneaux affichés avec les infos. Le rabbin, machin, a dit que demain, il fallait faire ça. Et c'est comme ça qu'ils s'organisent pour leur manif, en fait. Ils s'organisent en disant, ils mettent des panneaux dans la rue en disant, demain, on veut 2000 personnes là, 2000 personnes là. Il y a toute une yeshiva qui sort et qui va bloquer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, où le pays est bloqué en entier. Il est bloqué en entier. Et donc, après, nous aussi, quand on faisait un coin, tu vois, le mouvement de protestation, on bloquait le pays. C'est juste que on bloquait pas le pays pour dire qu'on voulait des privilèges pour ne pas servir dans l'armée alors que le pays est en guerre. C'est ça la différence. On faisait ça pour essayer de sauver la démocratie israélienne. Et les otages. Ils vivent... Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est créé en Israël une société parallèle. Tout à fait. Ils vivent dans une autre... Dans un ghetto. Voilà, on a refait un ghetto en Israël. Ils sont construits des murailles, ouais, ils vivent dans un ghetto, volontairement. Ils ne veulent pas nous voir. En fait, ils se sont ghettoisés de nous. Oui, ils veulent c'est pas nous qui les ghettoisons. Le seul problème, c'est qu'ils veulent pas nous voir, mais ils prennent notre argent. Et c'est ça le problème. Ils veulent pas que les filles voient comment nous on est habillés. Ils veulent pas que. Et ils sont au gouvernement et c'est eux qui dirigent un peu le pays. Et donc, si vous voulez pas nous voir, les gars, il n'y a pas de problème.
restez dans votre ghetto, mais vous pouvez pas ne pas nous voir. Bah si, ils peuvent et ils le font. Et ils le font, et c'est ça qui rend les Israéliens fous là. Et c'est ça. Ouais. Et après 3 ans de guerre où on enterre nos soldats et qu'on voit ces gens-là dans la rue venir nous dire qu'on préfère mourir et pas aller à l'armée et on va bloquer Israël pour Je ça. préfère mourir plutôt qu'aller à l'armée et sortir moins religieux. Tu te rends compte ? Ils ont pas honte. Non, ils ont pas honte. C'est ça qui est incroyable. C'est que dans leur tête, il y a pas à avoir honte parce qu'ils ont grandi comme non, ça. eux, ils ont la émette. Ils ont la vérité absolue. Ils ont Dieu de leur côté. C'est très chelou. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était le point sur... nous, on reste à Tel Aviv, donc on va pas avoir d'embouteillage, etc. Mais je pense que le pays entier, on le verra aux 20h ce soir, mais le pays entier est censé être complètement bouché et bloqué. Voilà. Pour essayer d'avoir encore plus de privilèges. Là, on avait la carte. Non, elle n'était pas là, la carte. Elle était là, la carte. Voilà, on va vous montrer du coup avec... et ce que vous allez voir en orange, c'est l'endroit où justement les déserteurs sont en prison. Quel est SR, ça s'appelle. La prison 10. Et après, vous voyez donc la liste de tous les points qui vont être bloqués, donc du nord au sud. J'en ai vu un qui parlait, il était super énervé, il parlait face aux caméras, et l'autre il lui dit mais tu m'as l'air quand même remonté solide, t'as l'air, on dirait que tu pars à la guerre. Il dit oui, c'est la guerre. Ah oui, et pour contre eux, nous. Ça, voilà, c'est la guerre. Eux, ils partent en guerre contre nous. De toute façon, on a vu Goldknouf qui a dit aujourd'hui on va retourner Israël. Ils y vont. Ces gars-là sont au gouvernement. Et le gouvernement ne s'est toujours pas désintégré. Là, ce qu'on voit, c'est génial. Cette photo-là que vous voyez, si vous voyez ce qu'on a mis à l'écran, c'est une illustration des ultra-orthodoxes de Ben Gvir. Parce que pour eux, Ben Gvir, c'est pas assez... alors que Ben Gvir, qui est lui-même religieux... et ben pour eux, Ben Gvir, il représente l'armée. Ce qui est génial, c'est que Ben Gvir, lui, n'a même pas fait l'armée. Ah bah non. Et que pour eux, Ben Gvir, qui est le chef de la sécurité intérieure d'Israël, et ben, il représente le chef de l'armée et donc le chef de la police militaire, puisque c'est la police militaire qui... Et c'est aussi, il faut, je pense... retire le truc. Je pense qu'il faut aussi politiquement trouver un responsable, parce que la population Haredi, elle veut pas s'engager à l'armée. Elle a ses représentants dans le gouvernement, donc qui est responsable de cette loi, et ils peuvent pas aller contre Bibi, donc il nous reste que les figures des colons et Ben Gvir, qui, on le sait, il y a des votes des ultra-orthodoxes qui passent chez Ben Gvir. Il faut le prendre ça en considération, c'est très important. Donc en attaquant Ben Gvir, c'est très très réfléchi politiquement. C'est une attaque ciblée. Est-ce que tu y crois j'ai entendu hier Bennett qui parlait et qui disait que la première chose qu'il faisait s'il était élu Premier ministre, il est en pleine campagne et tout ça, c'est qu'il disait qu'il allait, première chose, faire s'engager c'est-à-dire envoyer tout le monde à l'armée. Ouais. Donc tous les enfants des ultra-orthodoxes, il n'y aurait plus de différence, tout le monde y allait. Et deuxième chose, il n'y aurait plus qu'un seul système d'éducation. Oui, on en a parlé. Parce que, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, donc ces ultra-orthodoxes, ils ont un système d'éducation à eux. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ne savent pas l'anglais, c'est pour ça qu'ils ne savent pas ce qui se passe en Israël, ils n'apprennent pas les maths. En fin de compte, ils étudient la Torah et basta, quoi. Oui, alors que la Cour suprême avait déjà reconnu l'obligation pour toutes les écoles d'apprendre l'anglais, l'hébreu et le calcul. Donc, il continue en fait à aller contre la loi et pour autant, il continue de garder toutes les subventions. Donc, est-ce que tu crois à ces promesses je sais pas, Bennett? Il a aussi dit que la première chose qu'il ferait, ce serait la commission d'enquête du 7 octobre, que ce serait la comment on dit, la Agbalat Mandatim. Qui est pas de cumul de mandats, c'est-à-dire... Non, c'est pas le cumul des mandats. C'est-à-dire de restreindre... qui n'est pas plus que 2 termes. Deux termes. Voilà. Donc de restreindre pour être Premier ministre. Pour être Premier ministre. Je ne peux pas être élu plus de 2 fois comme aux États-Unis. Je trouve pas loin. Bref, voilà, comme aux États-Unis, comme en France aussi. Et donc, moi, j'ai tendance à dire qu'effectivement, toutes ces réformes, elles doivent avoir lieu.
il y en a qui ne comptent que sur lui et il y en a qui ne comptent pas sur lui. Le fait de faire passer une loi dans la prochaine Knesset qui impose qu'il n'y ait pas plus que 2 mandats pour un Premier ministre, c'est quelque chose qu'il a entre ses mains, c'est lui qui choisit. Faire que dès qu'il est Premier ministre, s'il est Premier ministre, tous les 200 000 ou je ne sais pas combien Haredim vont à l'armée, ça ne tient pas que à lui. Donc j'ai un peu l'impression que c'est des promesses de campagne, tu vois. Après, est-ce qu'il va mettre tout en place pour que ça se produise ? Il fait campagne là-dessus. Il va bien falloir qu'il tienne une de ses promesses au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux Parce dire ? qu'il a été Premier ministre pendant le Covid. Ouais, mais bon, c'était pas. Et, il y avait d'autres priorités. On n'est pas dans la même réalité. On est après le 7 octobre. La première chose dont tout le monde parlait, c'était justement ce cumul des mandats et de faire passer tout de suite une loi pour que Netanyahou ne soit pas réélu en fin de compte. C'était oui, ça, il l'a la pas loi. fait parce qu'Ayelet Shaked, elle ne voulait pas. Et est-ce que là, il va réussir ? Je ne sais pas. Je pense qu'on est vraiment à un tournant je sais pas, on va dire dans la politique israélienne, mais c'est plus que la politique, c'est dans la vie israélienne. Si à ces élections-là, il n'y a pas un truc vraiment qui change profondément, je sais pas, il va y avoir quelque chose qui... Il y a un clivage qui est trop grand. Ouais. Il y a trop de gens qui en ont trop marre. Ouais, bah justement, on voulait parler des Israéliens de l'étranger, et c'est aussi dans ce Ekcher, dans cette relation-là, où en fait, je pense que ça va vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi, être des élections historiques, où on va peut-être, en tout cas nous on l'espère, avoir vraiment un Mahapar, c'est-à-dire un changement total de direction pour le pays, dans tous les domaines. Ouais. Et ce changement-là, il va évidemment se baser sur combien les hommes et femmes politiques vont réussir à convaincre les électeurs. Ça va aussi dépendre de combien de personnes vont voter et de quel camp. Et du coup, en fait, il y a d'un côté convaincre le plus de personnes qui vont aller voter, mais il y a d'autre côté aussi augmenter le nombre d'électeurs. En tout cas, de notre côté. Et du coup, il y a vraiment, je pense, une Hitorerut, vraiment un éveil chez les Israéliens qui sont à l'étranger, qu'ils soient vraiment depuis ces dernières années ou qu'ils soient depuis 30 ans, de venir voter en Israël pour ces élections qui sont vraiment, il faut le savoir, les Israéliens de l'étranger ne peuvent pas voter, il n'y a pas de procuration. Il n'y a pas d'urne à l'étranger. À part pour dans les ambassades, pour ceux qui travaillent, qui sont envoyés depuis Israël pour être à l'étranger. Mais les Israéliens... Et les marins. Et les marins ? Il y a un truc pour les marins. Pour les gens sympa de penser aux marins. Qu'est-ce que c'est Kol Hayamaim. T'as mis, on attend la voix des marins. La voix des marins qui doit tout changer. Et du coup, il y a vraiment des centaines de milliers d'Israéliens qui sont en train d'attendre la date. Et c'est pour ça que Netanyahou, il fait durer. Ils veulent qu'ils se barrent en vacances. Ils veulent qu'ils se barrent. Bien sûr, il veut que les libéraux en Israël partent pendant les Chagim. Parce qu'au final, les religieux, les ultra-orthodoxes, si le rabbin il leur dit « vous partez pas à Ouman ou je sais pas où », ils partiront jamais. Non. Nous, on est tellement à bout avec ces 50 guerres de suite qu'on n'attend qu'une chose, c'est de partir en vacances. On va pas gâcher nos vacances. Ils savent que les Israéliens prennent tout à l'avance parce que coûte trop cher. Donc pourquoi il y a pas mal de gens qui me posent cette question-là ? Oui, mais pourquoi à une semaine près ? Pourquoi, si c'était censé être le 27 ou le 30 ou 31 octobre, pourquoi il fait les élections probablement le 20 octobre ? Et je leur dis, mais la question, c'est pas est-ce que c'est le 20 octobre ou le 27 ? La question, c'est jusqu'à quand il peut pousser le fait qu'on ne peut pas s'organiser. Exactement. Et c'est ça où il est brillant, Netanyahou, il faut le comprendre. C'est des gens, ils sont tellement fin en analyse politique, il comprend. Plus on se rapproche des Chagim, donc des fêtes de Tishri, qui sont les fêtes où le plus d'Israéliens partent à l'étranger, plus les gens vont vouloir quand même proposer des vacances à leurs enfants, et donc, malgré tout dire, bon bah tant pis, on n'attend pas les dates des élections, c'est pas si important que ça, et bam, il va venir te foutre les élections à ce moment-là. Et ils vont rouvrir l'aéroport, parce que là, c'est très compliqué de partir à l'étranger, tout le monde attend, et voilà, et d'un seul coup, et tout d'un coup, ça va s'ouvrir, il va y avoir les low cost qui vont reprendre les Transavia et les Wizz et tout ça, et les gens vont acheter des billets d'avion et ils vont dire ça y est, on y va. Voilà. Ça fait 3 ans qu'on n'est pas parti en vacances, c'est pas grave. Qui est-ce qui peut Et qui peut partir en vacances ? Les gens qui ont un peu d'argent, qui sont assez potentiellement à gauche. Ouais, ou potentiellement moins sensible à Bibi qui te dit Israël va être détruit si je suis pas Premier ministre, j'ai besoin de ton vote. Bon bah alors ces gens-là, et c'est des gens qui, c'est pas qu'ils partent moins en vacances, c'est qu'ils partent plus en vacances. S'ils partent en vacances en août, quand il y a de toute façon les 2 dernières semaines d'août, il n'y a pas de
de structures d'école pour les enfants. Il n'y a pas de centre aéré, trucs comme ça gratuits. Et donc, ces gens, ils partent déjà en août, ils vont pas repartir en septembre-octobre, surtout parce qu'ils veulent être en Israël pour faire les fêtes en famille. Mais il y a beaucoup Et de donc, gens qui m'ont dit plus tu es traditionnel, plus tu es potentiellement voteur, soutien électeur de droite et de l'extrême droite. Ouais. Et donc, plus il y a une corrélation où ils savent que plus il y aura de l'incertitude et plus ça va se rapprocher des Chagim, plus leur camp va être renforcé. Et donc, il y a le truc inverse des Israéliens de l'étranger qui disent bah, justement, nous, c'est Chagim, on vient. On Et va peu venir. importe, et on s'organise et on met de l'argent. Il y a des gens qui mettent de l'argent de côté depuis 2 ans pour être sûr que le jour venu, ils aient le. Ils Tu vois, soient quand là tu pour habites les en élections. Australie ou à Boston, c'est pas le même prix que quand tu habites, je sais pas, à Athènes ou à Rome, tu vois, pour venir voter. C'est pas la même chose. Là, il y en a qui vont venir. Je pense qu'il va y avoir des avions, il va y avoir un pont aérien Un pont aérien. pour venir voter. Moi aussi, je pense. Et du coup, Bibi, on va voir ce qu'il va nous trouver comme solution Il pour va nous trouver un truc, il va faire fermer l'aéroport. Ou faire une guerre. Une Encore petite guerre contre qui ça serait ce coup-là? Qui Bah, le en aurait? Hamas, non. Le Hamas, on avait dit qu'on en parlait, on va vous Il y a faire un 30 petit 000 point. combattants, d'après ce que j'ai compris. 5 Armés. minutes Hamas. Donc le Hamas, depuis la fin des comment on dit, Des affrontements. des affrontements. Depuis le plan des 10, 12, 15, Voilà, 50 points, je les sais plus combien il y en 15 avait. points, donc l'armée israélienne est sur cette ligne de démarcation et dans la bande de Gaza et donc dans les villages ou dans les villes de la bande de Gaza qui sont encore habités par les Palestiniens, c'est le Hamas qui a repris le contrôle total. Le truc dont on n'entend plus du tout parler, puisqu'à l'époque, on nous faisait... Tous les jours, on nous parlait de génocide et tout ça, que voilà, les pauvres, ils n'avaient pas à manger parce que c'est les Israéliens. Depuis que c'est les Palestiniens depuis que c'est le Hamas qui a repris le contrôle de la bande de Gaza, ça va pas mieux pour les Gazans. C'est pas que Non, depuis ils organisaient ils ont construit demain, des je crois, écoles une grande manif contre le Hamas. contre le Hamas. Énorme manif à Gaza, une des premières. Je pense que ça sera la ils vont première. se faire tuer. On va voir. Ça va être. Ils vont dire que c'est le Mossad. Mais ce qui est incroyable, c'est que tous ces amoureux du peuple palestinien, depuis que c'est le Hamas qui a repris le Ça les contrôle de la intéresse bande plus. de Gaza, tout d'un coup, on les entend plus, Et les ceux-là. journalistes, ils se plaignent plus de pas pouvoir rentrer. Les T'as Greta pas vu et les Mamdani Mélenchon. a soutenu, a déploré la mort d'un terroriste Oui, j'ai vu. palestinien, Oui, alors qu'Israël a montré que c'était soi-disant que d'un journaliste, palestinien et qu'Israël a montré qu'à quel point le mec il est pris en pleine. On le voit tirer et tout. On le voit tirer, on le voit avec des cadavres et tout. Bref. Mais de toute façon, le Hamas, il a été très fort. Et encore à une ce fois, c'est quand niveau-là. Israël tape, quoi. C'est que il prenait des gens qui travaillaient pour l'UNRWA ou qui travaillaient pour l'AFP et tout ça, et ces gens-là, c'était des terroristes. C'est-à-dire que le matin, ils allaient poser des bombes, et le soir, ils disaient, nous, on est des journalistes, non, on travaille pour l'UNRWA. Et quand ces gens-là se faisaient abattre par l'armée israélienne, horrible, regardez, Israël va taper sur des gens de l'UNRWA. Ah bah oui, tout est la stratégie, bien sûr. Mais encore une fois, ce qui est vraiment, ce qui est incroyable, c'est de voir que depuis que c'est le Hamas qui a repris la bande de Gaza, bah, ça intéresse plus personne en fin de compte. Qu'à Gaza, ils n'ont pas trop à manger non plus. Et qui sont encore déplacés. Il n'y a pas une école qui a été reconstruite, un hôpital, rien. C'est-à-dire alors que la Turquie est full-on investie, quoi. Et la seule chose qui empêche les Turcs, les Indonésiens et les Qataris de rentrer dans la bande de Gaza pour commencer la reconstruction, la seule chose qui empêche, c'est pas l'armée israélienne, c'est le fait que le Hamas refuse de rendre leurs armes lourdes. Ouais. Juste les lourdes, on parle pas, parce qu'on en avait parlé, parce qu'ils leur ont proposé de garder leurs armes de poing en disant, parce qu'ils étaient en mode, si on n'a pas nos armes, dès qu'on va les rendre, on va se faire marcher sur la gueule par la population. Et donc, ils leur ont proposé de garder leurs pistolets. Non, c'est pas. Ils veulent. Et donc, du coup, ils font rien. Trump ne fait rien. Ils veulent leurs missiles. Ils se protègent avec des missiles de leur propre population. C'est bien connu. De l'occupation aussi. De leur population, surtout. Et là, Mélenchon, non, rien. Pas rien. Nothing. Non, bah alors là, tu pousses Mélenchon. Rima, qu'est-ce qu'elle devient?
Ils sont trop occupés avec l'antisémitisme en France, avec des propos antisémites. Et donc, transition, est-ce qu'on a le droit, toi et moi, en tant qu'Israéliens sionistes, même si on est de gauche, est-ce qu'on a le droit de faire ce podcast où pendant 1 heure, on va taper sur le gouvernement israélien et expliquer comment c'est de la merde? Est-ce qu'on a le droit ou est-ce que c'est traîtrise à Israël et aux Israéliens? Question, je te la pose. Et je me barre. Parce que souvent, on a dans les commentaires fermez vos gueules, vous faites trop de mal à Israël, parce que le fait que vous critiquiez, même si c'est le fait de critiquer le gouvernement israélien, c'est critiquer Israël, et donc vous donnez, comme tu disais tout à l'heure, vous donnez des armes, vous donnez des munitions à l'ennemi, et ils vont s'en servir pour taper sur Israël. Alors moi, je suis pas responsable de... J'ai pas non plus l'ego surdimensionné de penser que je suis capable, à moi seule, de donner des arguments pour détruire Israël. Tu donnes des idées? Ouais, ils les avaient pas avant moi. Non. Putain, je suis tellement importante, quoi. Bah, non, écoute, je pense qu'on propose une voie qui nous manquait, en tout cas. C'est ça le but de ce podcast, c'est-à-dire au bout d'un moment de dire les choses comme elles sont vécues par nous. Et on critique pas de façon déconnectée d'une réalité. On critique pour expliquer, pour donner notre avis, par rapport à un pays qui est notre pays, avec notre réalité. Et je pense que dans n'importe quelle démocratie, on devrait encourager une société qui est capable de critiquer. Et évidemment que je ne suis pas naïve et que je sais qu'il y a une complexité supplémentaire à Israël parce qu'on est épié et cherché, scruté par des gens qui nous détestent et qui ont pour but d'utiliser la moindre critique dans leur intérêt. Mais je pense qu'on est capable, en fait, de justement, de par cette critique, de faire le meilleur travail, je pense, pour expliquer Israël et pour soutenir Israël et pour vraiment espérer qu'Israël arrive à un meilleur résultat aussi dans ses relations internationales, parce que je pense que l'amalgame qui est aussi fait exprès par Netanyahou et son gouvernement, c'est justement l'État c'est moi, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction entre Israël, sa politique, son gouvernement, ses chefs son chef d'État, etc. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est mettre de la complexité dans ça et justement, comme on l'a déjà dit, rappeler à nous-mêmes et à tous qu'une critique d'un gouvernement, c'est pas une critique ni de la légitimité d'Israël à exister, ni de la légitimité d'Israël à se défendre. En tant que citoyen de mon pays, j'ai le droit de critiquer, et j'ai même le devoir, à mes yeux, dans une démocratie, de critiquer, de faire avancer le débat. Et je pense que on n'est profondément pas d'accord avec ces gens qui nous laissent ces commentaires, parce que ces gens-là, ils soutiennent Netanyahou, et en fait, ils nous attaquent pas sur le fond pour nous dire vous faites vraiment du mal à Israël. C'est non. Votre critique, elle est juste et elle vient donc critiquer Netanyahou et faire cette distinction. Et cette distinction, elle me fait du mal à moi parce que moi, je ne suis pas prêt à faire cette distinction entre Israël et Netanyahou. Et donc, du coup, je pense qu'au contraire, quand moi, je vois ces commentaires, ça fait que renforcer le fait que je pense qu'on fait vraiment ce qu'on a eu l'idée de faire, toi et moi, c'est-à-dire de proposer un autre narratif, une autre façon de voir les choses. On est d'ailleurs, toi et moi, pas tout le temps d'accord. Même sur les questions sécuritaires, mais il y a des choses qui sont, je pense, on n'aurait jamais eu l'idée, toi et moi, de faire ce podcast si la situation n'était pas tellement grave et si justement on était il y a 15 ans où on n'aurait pas voté pour Netanyahou parce qu'il était de droite, libéral, capitaliste à donf et pas prêt à faire un accord de paix avec les Palestiniens, quoique avec son discours de Bar-Ilan, à un moment il était bien prêt de faire un accord avec les Palestiniens. Mais donc tu vois ce que je veux dire, avant c'était moi je votais pas pour Netanyahou, je critiquais Netanyahou comme une position politique. Là, quand je critique Netanyahou, c'est parce que je le vois comme un danger direct pour l'avenir d'Israël, pour sa démocratie, pour sa stabilité, pour ses relations avec les États-Unis, pour l'avenir de tes enfants, pour l'avenir de ma famille où je veux créer mon foyer ici. Et c'est ça qu'on vient dénoter. Et après que ce soit utilisé,
en fait, moi, je parle de la réalité. Je donne mon avis sur la réalité. Si la réalité, elle est utilisée contre Israël, qui est responsable de cette réalité ? Le gouvernement israélien, pas moi, pas toi. C'est tout. Mais je suis d'accord. De toute façon, je pense que le fait d'expliquer Israël, ça permet aussi aux gens qui ne savent pas exactement ce qui se passe de se faire une idée de la complexité. Parce que souvent, quand tu regardes les infos, tu n'as qu'une seule vision, et tu as la vision du gouvernement. C'est-à-dire, tu vas voir à la télé, aux 20h, tu vas voir Ben Gvir avec son drapeau. En Israël, tu veux dire ? En France, par exemple, ou à l'étranger, puisque nous, on parle en français. Ah, du gouvernement israélien, tu veux dire ? Oui, d'accord, je crois. Donc, ce que nous, on fait, c'est que là, on ne parle pas aux Israéliens, ou on parle à quelques Israéliens qui parlent français. Mais notre audience, elle va être surtout, comme on le voit dans les pourcentages, elle est surtout à l'étranger, en France ou aux États-Unis, Sénégal, on vous dit bonjour. L'Allemagne. Allemagne, enfin, aux francophones qui peuvent être juifs et non juifs. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, même chez les juifs. Souvent, chez les juifs de la diaspora, il y a cet amalgame entre le gouvernement, Tsahal et Israël. C'est pareil, c'est le même truc, c'est un gros truc. Mais parce qu'avant, c'était le cas. Et avant, c'était le cas. Et c'est-à-dire que si tu voulais soutenir Tsahal, par exemple, eh ben, il y avait juste à soutenir le gouvernement, et c'était comme ça que tu soutenais Israël. Et je me rappelle, et c'est pour ça que souvent, par exemple, la diaspora juive, par exemple, de France, elle va être pro-Netanyahou, parce qu'elle est pro-gouvernement, et elle ne rentre pas dans les distinctions, un peu dans la complication de la vie politique, puisque de toute façon, elle ne la vit pas. Donc, mais même ça, je suis pas sûre que ce soit encore le cas, je te promets. Je te dis à l'époque. Ouais, ah oui. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment faire la distinction. Et là, je te parle des Juifs. Quand tu passes aux Français lambda, pour eux, il n'y a pas de différence. Pour eux, on est un monolithe, et le gouvernement israélien, c'est les Israéliens. Basta, il n'y a pas de différence. Et quand tu expliques un peu, eh ben, tu mets de la nuance. Je me rappelle que il y a 15 ans, quand tu parlais de l'occupation, déjà rien que dire le mot occupation en français, quand tu intervenais à la télévision ou à la radio en français et que tu parlais de l'occupation, après c'était repris en Israël, et la critique c'était « mais pourquoi tu parles de l'occupation ? Tu fais du mal à Israël, il n'y a pas d'occupation et tout ça. Viens, on lave pas notre linge sale. » en public. Et c'était souvent les Ben Gvir qui disaient ça. C'était souvent ces gens-là qui se servaient de ça pour dire venez pas expliquer, et il parlait de toutes ces organisations comme Shovrim Shtika, Breaking the Silence, comme comme des traîtres, une organisation d'anciens soldats, donc de gens qui ont été dans les territoires, qui ont servi dans les territoires, des soldats, et qui venaient et qui justement parlaient de leur expérience dans les territoires en tant que soldats, et ils en parlaient justement à l'étranger pour un peu expliquer ce qui se passait, ou en français ou en anglais, et ça les rendait fous, les Ben Gvir, puisque ça expliquait l'occupation. Et c'est vrai qu'il y a, par exemple, l'extrême gauche, et c'est vrai que les critiques d'Israël se sont servis de ça pour dire, regardez, même les Israéliens, ils le disent que c'est un génocide. Alors que, tu vois, alors qu'ils disaient pas, c'est un génocide. Ils disaient, comme dans n'importe quelle guerre, il y a des trucs qui sont faits, qui sont inhumains, pas inhumains, mais qui sont terribles. Et donc, il n'y a pas de guerre éthique, en fait. Et je pense que la force des Israéliens, c'est justement d'avoir cette démocratie. C'est justement d'avoir des gens qui sont capables de regarder dans les yeux l'occupation, ce qui se passe dans les territoires, et d'en parler. Et d'avoir une critique. Et de faire avancer la politique, etc. Et c'est ça notre différence avec des pays comme tous nos voisins, plus ou moins. Ouais. Mais après, par rapport à ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est que si tu fais ce bond d'il y a 15 ans à aujourd'hui, quand on a vu, là, et on en a parlé de la vidéo de Ben Gvir sur la flottille, en fait, c'est lui-même qui aujourd'hui donne... C'est plus une question de la gauche, c'est-à-dire c'est eux au gouvernement qui donnent, quand Eliaou, le ministre, il avait dit on va raser
les Palestiniens, quand ils se disent, Venturi, il avait dit, je crois, il n'y a pas d'innocents à Gaza, même les enfants. Enfin, ça, c'est pas toi et moi qui disons des trucs comme ça. Non, Nous, on c'est vient eux. justement On dire vient expliquer. que ce gouvernement, il est inacceptable et que Israël, ce n'est pas ça. Et donc, du coup, je comprends même pas comment, à part si tu es vraiment... ton cerveau a été lavé par la propagande de Netanyahou et de Ben Gvir, je ne comprends pas comment tu ne dis pas justement un podcast comme le nôtre, c'est l'endroit où on peut avoir un avis modéré, un avis complexe sur une situation qui est forcément complexe au final. Essayer de simplifier un conflit qui est un des conflits les plus compliqués des 100 dernières années, c'est dingue en fait. Et donc du coup, dans ce besoin de simplifier, je pense que toi et moi, on essaye justement de dire, bah non, on n'est pas prêt à ça. Parce que eux, ça les arrange qu'en fin de compte, on soit un monolithe. Parce que Bien sûr. eux, quand je dis eux, l'extrême droite israélienne, les Ben Gvir et les Ben Gvir et les Smotrich et Netanyahou, ça les arrange puisque ça crée un peu, ça renforce cette vision de toute façon, tout le monde nous hait. Exactement. C'est nous contre le monde entier. Et donc, et du coup, eux, ils sont passionnistes. S'ils sont contre voilà. nous. Exactement. Et donc, si c'est nous contre le monde entier, il n'y a pas de raison qu'on cède dans les territoires, il n'y a pas de raison qu'on cède face aux Arabes israéliens et tout ça. Et il faut tous les foutre dehors, puisque Exactement. de toute façon, on est haï par tout le monde. Et cette vision dans laquelle on n'aurait aucun allié, où on serait haï par tout le monde, pour eux, c'est la meilleure. Bah oui. Et donc, ça les emmerde qu'on parle encore de paix, qu'on parle encore de relations, qu'on essaye de trouver des solutions et qu'on critique ce gouvernement qui fait tout et qui maintient des inégalités pour aller à l'encontre de ça. Ouais, tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est vraiment assez évident, et on le voit aussi à l'inverse, on le voit aussi dans des commentaires positifs, de voir qu'on touche des sujets, je pense, qui sont pas si évidents. Tu vois, à chaque fois qu'on parle des ultra-orthodoxes, je pense qu'il y a des gens qui ça n'arrive même pas aux infos, ou ça n'arrive même pas. Clair, tu vois, en France, c'est tellement des trucs internes. Et je pense que à chaque fois, tu veux que je te dise une petite anecdote. À chaque fois, ma mère, bonjour maman. À chaque fois, ma mère, après un épisode, elle m'appelle et elle me dit mais c'est incroyable ce que vous avez. Par exemple, là, ce matin, elle m'a appelé. Elle a écouté l'épisode de la semaine dernière où tu parlais des Bédouins. Ouais. Mais elle en revenait pas, quoi. Ah ouais. Parce que ma mère, elle connaît Israël d'à l'époque où elle y a vécu, donc les années 70, Ouais. on va dire de 68 à 71. Ouais. Et puis après, elle est repartie en France. Ouais. Donc elle a ça. Elle a vécu un an à Arad, elle a vécu un peu dans un kibbutz. Je lui ai dit qu'Arad aujourd'hui c'était ultra-orthodoxe, elle était par terre. Et quand je lui ai parlé, et quand elle a entendu parler des Bédouins, de l'épisode de la semaine dernière, mais elle n'en revenait pas, quoi. Ah ouais. Que ça soit Israël d'aujourd'hui. Elle me dit, mais comment on en est arrivé là ? Et ça, c'est des choses que les gens qui sont à l'étranger... Ils n'ont pas accès. C'est inimaginable. Ouais. Bah oui, parce que c'est des problèmes sociétaux où au final tu peux pas comprendre, tu peux pas toucher ça si tu comprends pas. Et c'est ça le but, tu vois, à chaque fois de parler d'Israël de l'intérieur et de faire découvrir aussi d'autres choses. Et comme dans toute société, il y a des problèmes. C'est-à-dire, je pense que justement notre critique d'Israël, elle vient de l'amour pour ce pays et elle vient du besoin essentiel, j'ai envie de dire, que ça aille mieux. Ouais. Parce qu'on connaît l'importance de l'existence d'Israël, d'avoir un État juif, d'avoir une sécurité pour le peuple juif, et de proposer une alternative où juifs, arabes, musulmans, chrétiens peuvent vivre ensemble, où on peut espérer être peut-être à un moment je sais pas, un centre de paix pour le monde entier. Et je pense que les Israéliens, ils ont quand même cet espoir, tu vois. Ils ont quand même cette envie de croire qu'on peut faire autrement et qu'on peut faire mieux. Et je pense qu'il va falloir effectivement attendre octobre pour savoir si les gens vont aller voter comme ça ou pas. Il y a aussi ce fait que, je sais pas, moi, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, après le 7 octobre, je suis devenu plus israélien, on va dire. Ah ouais. Non. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'Israéliens, par exemple,
surtout à cause de ce qui se passe dans la politique israélienne, il y en a beaucoup qui envisagent de quitter Israël. Je parle à beaucoup de gens autour de moi. J'ai une amie qui quitte Israël. Elle part en Espagne, à Barcelone, avec 2 enfants. Donc, pour elle, ça y est, elle en a trop marre. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui en ont marre de ce qui se passe. Et justement, depuis le 7 octobre, moi, j'ai eu un peu cette réaction inverse. Ouais. De me dire, en fin de compte, il n'y a pas d'autre solution pour les Juifs qu'Israël. Et donc, pour moi, ça serait horrible de vivre... Je pense que ça a fait ça à beaucoup de personnes. Ici, mais dans un pays dans lequel tu peux plus vivre parce que c'est intenable. Ouais. Et donc, tu es pris entre d'un côté les Mélenchon et les Mamdani et les Trump et tous les gens qui peuvent pas saquer les Juifs parce que c'est devenu aujourd'hui, franchement, bon ton. Franchement, on est presque comme avant la guerre en Europe. Quand on parle je sais pas, là tu nous lances des... Non, mais franchement, les trucs que tu entends en Europe... Oui, il y a des trucs comme ça, mais je pense que... T'as jamais eu des rapports avec autant d'antisémitisme en France que depuis avant la guerre. Oui, ça c'est sûr. Et tu sens qu'il y a un truc. Tu sens qu'il y a des gens qui... Attends, viens, on reparle, on finit sur une note positive, sur pourquoi Israël s'attache. Et ce que je veux dire, c'est que dans cette ambiance, tu te dis, et il y a beaucoup d'Israéliens qui se sont dit, en fin de compte, il n'y a qu'une solution, c'est Israël. Ouais. Israël, c'est la solution pour les Juifs. C'est là qu'il faut vivre. Et on ne peut pas vivre là si ce n'est pas bien fait, si on vit sous une dictature à la Netanyahou avec les religieux. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on fait ça, en fin de compte. Ce podcast. Mets la musique. Finissons-en. Non? Merci de nous avoir écoutés. Je vous invite à liker, mais aussi à partager, à prendre le lien et à l'envoyer à une personne cette semaine. Et comme ça, on va avoir... un goy. Envoyez ça à un goy. Ou un juif, ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, qui vous voulez. Mais on aimerait bien, on a besoin de votre aide pour arriver à plus de personnes et avoir encore plus de gens qui nous critiquent. Et peut-être aussi plus de gens qui vont avoir de nouvelles perspectives. Ouais, et laissez des commentaires. Si vous avez des commentaires, on va les lire et on va vous répondre. Et des questions ou des choses dont vous voulez qu'on parle le prochain épisode. Salut à tout le monde. Ciao. Bye bye.